Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour une lecture ensemble. On a commencé le livre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors pour ceux qui nous retrouvent, il s'agit d'un vrai plaidoyer contre la peine de mort. Victor Hugo était très engagé contre la peine de mort. Il a donc écrit cet ouvrage en se mettant dans la peau d'un condamné à mort. Donc il écrit à la première personne du singulier, oui, la première personne du singulier. Et donc on ne connaît ni l'identité ni le crime commis par ce condamné, ce qui donne toute l'ampleur au livre, puisque c'est une histoire qui est donc universelle et qui peut s'adapter à tout condamné à mort. C'est un ouvrage d'une extrême modernité, parce que c'est un sujet d'actualité, hein. La peine de mort existe encore dans de nombreux pays. Donc c'est un livre qui porte à la réflexion. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de l'émission pour nous dire ce que vous pensez de cette œuvre de Victor Hugo, qui est un immense auteur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais lu dans cette émission Les Contemplations, qui est un recueil de poèmes absolument fabuleux, vraiment magnifique, que je vous recommande si vous aimez la poésie. Et même si vous êtes novice, que vous ne connaissez pas vraiment la poésie, vraiment plongez-y parce que ça vaut le détour. Très bonne soirée à tous. J'en étais donc au chapitre 22 que je vais continuer. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour. Un de ces regards désespérés, devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme, dans le compartiment de devant. Le prêtre, moi, et un gendarme dans l'autre. 4 gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, 8 hommes pour un homme. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. » Je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme. Et sur cet homme seul, autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement, cela est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue, et les lourds battants de Bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emportée avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie, qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste, sonner en cadence et comme par hoquet. Les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière, le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre.
hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent, là. Et comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenue machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour où est le drapeau verront bien, me suis-je dit, en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée, comme le murmure d'une fontaine, et qui passait devant moi, toujours diverses et toujours les mêmes, comme les ormeaux tordus de la grande route, lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier, placé sur le devant, est venue subitement me secouer. « Eh bien, monsieur l'abbé ?» Oui, on fait des petites pauses parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le studio, on trouve ça très sympathique. « Eh bien, monsieur l'abbé, » disait-il avec un accent presque gai, « qu'est-ce que vous savez de nouveau ?» C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. L'aumônier qui me parlait sans relâche. L'aumônier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait n'a pas répondu. Hé hé, a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. Infernale voiture. Infernale, en effet. Il a continué. Sans doute, c'est le chaos, on ne s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais donc dire ? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah, savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui ? J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. Quand je suis occupée comme cela toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux et je les lis en rentrant. Bah, a repris l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole. Je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous ? Vraiment ? En ce cas, qu'en dites-vous ? Vous êtes curieux ? lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur ? a répliqué l'huissier. Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie, et ma foi, c'est fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc ? Vous disiez savoir la nouvelle ? Je parlais d'une autre, dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle ? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles ? Laquelle de grâce, mon cher monsieur ? Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé ? Et vous ? Êtes-vous plus au courant que moi ? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il ? Voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les compte.
à Monsieur le Président, et cela l'amuse. Émile billevesait. Il se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. « Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc ?»« Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. »« Ah, c'est cela !» a-t-il répliqué. « Allons, vous êtes trop triste. Monsieur Castin causait. » Puis, après un silence, n'importe quoi. J'ai conduit Monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens de La Rochelle, ils ne parlaient qu'entre eux. Mais ils parlaient. Il a fait encore une pause et a poursuivi. Des fous, des enthousiastes, ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve bien pensif, jeune homme. Jeune homme, lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. « Allons, vous voulez rire, plus vieux que moi. Je serai votre grand-père. » « Je ne veux pas rire, » lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. « Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas, une prise de tabac et ne me gardez pas rancune. N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. » En ce moment, sa tabatière qu'il me tendait a rencontré le grillage qui nous séparait. Un cahot a fait qu'elle l'a heurtée assez violemment et est tombée toute ouverte sous les pieds du gendarme. « Maudit grillage !» s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. « Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. »« Je perds plus que vous, » ai-je répondu en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. « Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est terrible. » L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation, et je ne sais si j'étais préoccupée, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté, et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupée sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de ville l'ont inspecté. Si c'eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu le jeter en bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paye pas de droit. Nous avons passé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la Cité, qui serpentent et s'entrecoupent comme les 1000 chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetai les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps, dans les carrefours, çà et là, un homme ou une vieille en haillons, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient, en ouvrant la bouche comme pour un grand cri.
8h30 sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres, m'a glacée. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant et je me suis enfoncée à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis sentie presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonnée quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés, où il n'y entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur-le-champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est bon, a dit l'huissier au directeur, je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attendant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seule, bien verrouillée. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillée de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en eusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui plongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi, demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande, » a-t-il répondu. « Un frioche. » « Un frioche ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Cette question a redoublé sa gaieté. « Cela veut dire, » s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, « que la tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ha ha, il paraît que tu comprends maintenant. » En effet, j'étais pâle, et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. « Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine de lui attacher sa cravate. » C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère.
L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillousse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis, j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu, et moi qui avais de beaux cheveux châtains, n'importe. J'ai fait mon temps. 15 ans. Cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route de 66 francs que je m'étais amassée dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois dans l'année. C'est égal. Je voulais être honnête homme, avec mes 66 francs, et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que les diables soient avec le passeport. Il était jaune et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de t'appliquer. La belle recommandation. Un galérien. Je faisais peur et les petits-enfants se sauvaient et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis, il fallut vivre. Je montrais mes bras bons au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignai du pain et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain et j'eus les galères à perpétuité avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper et j'avais un clou. Je m'évadai. On tira le canon d'alerte car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés en rouge, et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla au moineau. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrai des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur couard me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimar. J'acceptai et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœuf à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et l'on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis, on dansait sur la fosse, pour que la terre ne parût que fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gitant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre et à moi. Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandels se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais.
Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve. Moi, je me retire à l'abbaye. De mon à regret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. « L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le simbre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pourvoir, si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon. Hein? Dis, tu veux? D'amitié. Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant, je vous remercie. Nouveaux éclats de rire à ma réponse. Ah, monsieur, vous ça y êtes un marquis. C'est un marquis. Je l'ai interrompu. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve. Puis, creusant avec ses ongles sa poitrine velue, qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte, « Je comprends », a-t-il murmuré entre ses dents. « Au fait, le sanglier !» Puis, après quelques minutes de silence, « Tenez », m'a-t-il dit presque timidement, « vous êtes un marquis, c'est fort bien, mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle la prendra. Donnez-la-moi, je la vendrai pour avoir du tabac. » J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur, mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé, et puis il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors, j'ai été m'appuyer contre le mur et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée et poussait à chaque instant des cris de joie. « Les poches sont toutes neuves, le collet n'est pas usé, j'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur, du tabac pour mes 6 semaines !» La porte s'est rouverte, on venait nous chercher tous deux, moi pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure, lui pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes : « Ah ça, ne vous trompez pas, nous avons changé de pelure, monsieur et moi, mais ne me prenez pas à sa place. Diable, cela ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » C'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, j'étais ravie de vous lire cet extrait. On se retrouve très bientôt. Bon courage pour ceux qui travaillent ce soir, cette nuit. Et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt.